D'un côté, je dirais, il y a la joie. Moi, c'est quelque chose qui me frappe chez Reconquête, c'est l'ambiance qu'on peut trouver dans les salles, bien sûr, mais sur les marchés quand on y est ensemble, et puis même au sein de l'équipe dirigeante, au sein du comité politique dans lequel je suis également, c'est ce côté joyeux, amical. Vous voyez, on n'est pas dans des rapports politiques compassés, dans des rapports politiques de ce qu'on a le droit de dire, avec qui on a le droit de le dire, etc. Enfin, il y a une grande liberté, et ça, je ne l'ai absolument pas connu quand j'étais au Républicain. Bonjour Laurence Trochu. Bonjour David. Et surtout, bienvenue à la chaîne du mouvement Reconquête, qui a été rebaptisé, vous savez que c'était originellement les Amis d'Éric Zemmour. On est très très heureux, on est même très honoré de vous accueillir parce que vous êtes l'une des ralliées surprises, on pourrait dire, venant de LR à notre mouvement récemment, en décembre. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour nos téléspectateurs dans un premier temps? Voilà, je suis Laurence Trochu, je préside le mouvement conservateur depuis 2018. J'ai aussi été élue municipale en 2014 dans l'opposition d'une ville socialo-communiste, et j'ai gagné les élections départementales à la gauche en 2015. Mon mandat s'est achevé en 2021, voilà, et j'étais dans ce mandat plus particulièrement chargée des affaires familiales et sociales. Donc, vous parlez du mouvement conservateur, mais les Français le connaissent sous le nom de Sens commun, qui était son nom originel. Alors, expliquez-nous l'articulation entre Sens commun et le mouvement conservateur. Vous savez, en fait, en 2017, quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, avec sa formule qui était je ne suis ni de droite ni de gauche, je suis à droite et à gauche », la droite est rentrée dans une grave crise d'identité, en fait, au point qu'on se demandait mais de quoi la droite est-elle le nom aujourd'hui, parce que finalement il s'agissait de savoir si la droite avait avec Emmanuel Macron une différence de degré ou une différence de nature. Alors on l'a bien vu, certains faisant le choix finalement de rejoindre Emmanuel Macron n'avaient avec lui qu'une différence de degré, au sens où c'était des personnes qui avaient avec le progressisme d'En Marche une même vision de l'homme, une même vision de la société. Nous avons tenu à comprendre en fait le phénomène Macron qui se définissait comme un progressiste et qui installait le duel avec Marine Le Pen en disant il y a d'un côté les progressistes et puis il y a de l'autre côté les populistes. Et en fait, dès le début, on s'est dit ça tient pas la route, c'est mélanger des choux et des carottes, parce que le progressisme, c'est une vision sur le monde, le populisme, c'est une manière de gouverner. Donc en ce sens, il pourrait y avoir des populismes de droite, des populismes de gauche, voilà, c'est de l'ordre du comment. Et donc on a cherché à comprendre quelle était la véritable opposition au progressisme d'En Marche, et on a cherché à comprendre pour cela quelle était la vision en fait du progressisme d'En Marche sur le monde, sur la société, sur l'homme. On en est arrivé à la conclusion qu'il y avait trois caractéristiques particulières. La première, c'était une ligne post-nationale, voilà. La deuxième, c'est une ligne transhumaniste. Et la troisième caractéristique, c'est une ligne multiculturaliste. Et en fait, elles ont en commun, ces trois caractéristiques, un refus des limites, un refus des frontières, parce que toute limite ou toute frontière est conçue nécessairement comme quelque chose finalement qui réduit la liberté. Alors que nous pouvons considérer que en fait la frontière elle est aussi là pour protéger. Et donc on s'est dit, ce sont ces trois axes-là qui doivent guider en fait la compréhension du monde que la droite peut porter. Et nous avons cherché à développer une vision politique qui serait à rebours de ces trois manières en fait de concevoir le monde et la société. Et nous avons tenté de porter cela au sein des Républicains, qui en fait ont assez peu travaillé eux-mêmes la question, et nous sommes arrivés à la conclusion que l'alternative du progressisme, c'était le conservatisme. C'est très intéressant ce que vous dites sur Emmanuel Macron, parce qu'on pourrait dire presque la même chose de Valérie Pécresse,
qui, il y a une dizaine d'années, et même un peu moins, co-signe avec Rokhaya Diallo une tribune sur la société multiculturelle et post-raciale, ajoute-t-elle, accessoirement. Elle fait partie précisément de ceux qui n'ont pas cherché à affirmer avec Emmanuel Macron une différence de nature. Et nous avons fait ce travail intellectuel un peu dans l'ombre en fait, parce que on a commencé ça en 2018, 2019, on a fait cette grande consultation qu'on a adressée à tous les Français, qui a recueilli pas loin de 240 000 participations. Ça c'était mars 2020, vous voyez, au moment du premier confinement, où la question s'est posée pour nous de savoir quel lien on allait pouvoir garder, en fait, quel lien politique on allait pouvoir garder avec nos militants bien sûr, mais aussi avec les Français plus généralement. Et donc cette consultation, nous en avons fait un manifeste, le manifeste du conservatisme, qui recense justement les priorités des Français pour la France d'aujourd'hui. Et nous l'avons structuré autour de ces 3 grands axes, donc une nation qui soit une nation souveraine, aussi bien sur le plan économique que sur le plan juridique, que sur le plan politique, une nation qui protège l'espèce humaine au même titre qu'elle préserve l'environnement, donc sa dimension écologique, et puis une nation qui est fière de son héritage, qu'elle cherche à transmettre. Donc nous avions là, je dirais, les 3 grands axes des conservateurs pour la présidentielle de 2022. La suite, je pense que vous la connaissez, c'est avec ce manifeste du conservatisme que nous avons rencontré chacun des candidats à la présidentielle. Alors c'était pas les candidats à la présidentielle dans un premier temps, c'était les candidats à la démarche de départage de la droite, qui ne s'appelait pas primaire, qui s'appelait congrès, etc. Et quand nous avons organisé le 26 septembre la journée du conservatisme, nous avons invité Éric Ciotti, Philippe Juvin, Valérie Pécresse, Michel Barnier. Il n'y avait pas à ce moment-là dans la danse, il n'y avait pas Xavier Bertrand, donc nous ne l'avions pas invité. Parce qu'il refusait de participer à la consultation. Exactement. Et donc, c'était assez marrant en fait de voir finalement qui a répondu présent et qui a trouvé toutes les excuses pour ne pas être là à cette journée. Moi, j'ai beaucoup apprécié la démarche par exemple d'un Philippe Juvin qui clairement venait nous dire qu'il était progressiste, vous voyez, mais qui est venu le dire. Éric Ciotti est venu également développer sa manière de concevoir la France dans cette échéance présidentielle. Qu'est-ce qu'il vous avait dit d'ailleurs, Éric Ciotti, à ce moment-là? Il avait insisté sur la dimension de conservation de la civilisation, de la culture, etc. Il n'était pas du tout allé sur le conservatisme sociétal et sur les questions bioéthiques. Et pour cause, voilà, il s'était abstenu sur cette dernière loi de bioéthique. Une stratégie de sa part ou une véritable pensée profonde? Moi, je lui reconnais de la constance, mais pas forcément de la cohérence. Parce que quand on est conservateur, on peut pas l'être sur certains sujets et pas sur d'autres. Et je pense que c'est ça la puissance de la pensée conservatrice, avant même de se décliner en politique, c'est de tenir à une cohérence. C'est-à-dire qu'on peut pas à la fois dire nous sommes les héritiers d'une civilisation à défendre, menacée aujourd'hui par une immigration de masse, et ne pas s'interroger sur ce que cette civilisation a à nous dire sur l'homme, sur son espèce, sur son devenir, et donc on peut pas, si vous voulez, je dirais, travailler en silo, en fait, une approche politique. Et c'est précisément ça que nous avons reproché, en fait, aux politiciens de LR, parce que, vous voyez, ils nous disent, alors moi, je suis libéral sur les sujets économiques, je suis patriote sur les sujets régaliens, je suis conservateur sur les sujets de société, mais la politique nécessite une vision unifiée et cohérente. Et constante, ça va sans dire, mais je crois que là, en termes de constance ou d'inconstance, la championne, on la connaît tous. Donc on n'y comprend plus rien chez les LR, comme souvent, et vous décidez à ce moment-là de rejoindre celui qui a une vision finalement constante des choses, conservatrice, voire réactionnaire, l'a-t-on souvent qualifié ainsi, qui est Éric Zemmour. Alors le terme réactionnaire, j'en ai discuté avec Éric Zemmour parce qu'il me dit bon, conserver c'est bien, mais conserver des choses qui ne marchent pas, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est la raison pour laquelle il dit dans un premier temps, moi je veux être réactionnaire parce que je veux réagir à ce phénomène de déconstruction de la société, mais c'est pas, je dirais, c'est de la nuance sémantique parce que on sait très bien, et là je reprends la célèbre phrase de Disraeli,
conserver ce qui vaut, réformer ce qu'il faut. Évidemment que conserver, c'est pas conserver en l'état. Ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Le conservatisme ne sent pas la naphtaline. On est d'accord. Donc, comment est-ce que vous avez été accueilli lors de votre transfuge, je ne sais pas comment on peut l'appeler, au mouvement Reconquête, notamment parmi les autres républicains, c'est-à-dire Guillaume Pelletier, pas tellement d'autres finalement, beaucoup venaient du Rassemblement National plus que de LR. Racontez-nous un peu la nouvelle mayonnaise, comment prend-elle? Alors d'abord, on est arrivés les premiers. En fait, Guillaume Pelletier est arrivé ensuite. Donc c'est vrai qu'on a été les premiers LR en fait à soutenir la candidature d'Éric Zemmour, puisque j'ai fait l'annonce le soir même des résultats du Congrès, la veille de Villepinte donc. Et donc c'est vrai qu'il y a eu, je dirais, dans un premier temps, une rencontre des idées. Vous voyez, parce que je crois on partage avec Éric Zemmour cette conviction que la politique, c'est d'abord des idées et c'est ensuite de l'engagement et de l'action. Donc moi, j'avais rencontré Éric Zemmour au printemps dernier pour lui remettre le manifeste du conservatisme. J'avais fait la même démarche avec, je vous avais dit, les candidats qu'on voyait venir pour le congrès LR. J'avais fait la même démarche aussi auprès d'intellectuels qui, directement ou indirectement, avaient contribué à l'élaboration de la pensée conservatrice en France. Quels intellectuels que les Français connaissent? Alors, je pense par exemple à Frédéric Sinclair, je pense aussi à Mathieu Bock-Côté, je pense à Guillaume Tabar. Alors, c'est des intellectuels, je dirais plutôt des essayistes, vous voyez, des personnes qui sont à la fois dans la pensée, dans l'analyse, et puis qui ont aussi une visibilité en tant que journaliste. Je pense aussi à Charlotte Dornelas. Enfin, vous voyez, toutes ces personnes qui ont cherché, en fait, à comprendre que la droite pouvait ne pas se réduire à être simplement une non-gauche, comme le dit Mathieu Bock-Côté. Vous voyez, donc on a eu ces apports, mais on a beaucoup travaillé aussi avec Roger Scruton, décédé depuis, mais c'est vrai que ça a été certainement celui qui nous a le plus stimulé dans notre travail intellectuel jusqu'à sa mort, qui était venu d'ailleurs chez nous dans nos conventions. Mais vraiment, c'était ce travail qu'on voulait prendre le temps de faire, quitte à être beaucoup moins visible dans le paysage politique. C'était le temps de la mutation de Sens commun en mouvement conservateur. Et ce changement de nom, il s'explique, d'une part par un contenu qu'on a souhaité développer, et puis par une volonté aussi de dire quelle était notre place dans l'échiquier politique. Parce que Sens commun, bien sûr, c'est un nom magnifique, mais ça ne dit pas à quel endroit nous nous situons dans le paysage politique. Je dirais même que Sens commun est beaucoup lié à la Manif pour tous, et vous m'expliquiez avant cet entretien que ça n'avait pas finalement de rapport, hormis des rapports amicaux bien sûr, parce qu'il y a des convergences idéologiques, mais c'était pas né en même temps. Il n'y a pas de rapport structurel, c'est-à-dire qu'il y a une expression consacrée qui a été de dire Sens commun, le mouvement issu de la Manif pour tous. Et en fait, ça donnait une vision historiquement fausse, parce qu'il n'y a pas de filiation de l'un par rapport à l'autre, si ce n'est que la Manif pour tous a été un gigantesque mouvement populaire où en fait les Français se sont dit on peut être plus d'1 million dans la rue, c'est pas grave, le rouleau compresseur du progressisme avance et en fait il y a un déni de démocratie qui devient insupportable. Et donc ça a généré, je dirais, des engagements politiques de citoyens qui peut-être jusqu'à présent se tenaient à distance et qui se sont dit on ne peut pas laisser faire. Et parmi eux, il y avait les fondateurs de Sens commun. Alors vous êtes à la fois philosophe, Laurence, et une femme jeune et engagée avec une énergie qu'on perçoit aujourd'hui très bien. Vous critiquez la vision libérale de la famille, du gouvernement Macron, mais très généralement de ceux d'avant, de tous ses prédécesseurs depuis probablement des décennies. Qu'est-ce que vous proposez à la société au sein du mouvement Reconquête concernant la famille ? Rien d'autre que ce que propose Éric Zemmour, c'est-à-dire que il a, dans les mesures qu'il a annoncées récemment, Éric Zemmour met l'accent sur la famille comme cellule de base. On sait bien que quand la famille va, la société va.
Vous voyez, et à l'inverse, quand la famille est déconstruite, eh bien c'est la société qui est fragilisée. L'insistance qu'il porte aussi sur l'éducation, le rôle même des parents dans l'éducation, ne vous aura pas échappé, puisqu'il parle même maintenant d'un ministère non plus de l'éducation nationale, mais de l'instruction, avec cette insistance sur le fait que l'éducation, elle est donnée par les parents. L'instruction publique même. Voilà, exactement. L'éducation est donnée par les parents, l'instruction est confiée effectivement à ce ministère. Donc il y a cette complémentarité, je pense, voilà, qui nous unit, Reconquête et Mouvement conservateur, sur cette conviction que aujourd'hui la famille a été déconstruite de différentes manières. La déconstruction s'est accélérée sous François Hollande avec des mesures d'ordre économique et fiscal qui, en fait, ont une conséquence très nette, c'est la chute de la natalité. Vous parlez du quotient familial, des allocations familiales plafonnées. Je parle aussi, par exemple, de la réforme du congé parental qui impose désormais qu'il soit pris à parité par les deux parents. Voilà, et qui fait que beaucoup de familles disent aujourd'hui ça nous est impossible, donc finalement nous retournons travailler plus rapidement, alors qu'en fait peut-être le choix des parents aurait été de rester plus longtemps aux soins de l'enfant jusqu'à ses 3 ans, comme ça pouvait l'être auparavant. Donc si vous voulez, il y a eu cette déconstruction, la chute de la natalité, c'est vraiment flagrant dans les années qui ont suivi les mesures prises par François Hollande. Et puis je dirais il y a toute cette gangrène idéologique des mouvements LGBT qui visent à faire croire que finalement il n'y a plus d'identité, il n'y a plus que des genres, et qu'on peut être, comme le dit Agnès Buzyn, un père ça peut être une grand-mère. Enfin, vous voyez, on marche sur la tête. Enfin, il y a un déni de réalité qui malheureusement vient troubler aussi des adolescents en période de construction. Enfin, je veux dire, les souffrances qu'on peut voir aujourd'hui et qu'on veut résoudre à coup de transsexualité, enfin, je veux dire, ce sont des menaces directes et des violences faites aux enfants et aux adolescents. Donc la famille, la réforme de la famille, le retour à une certaine conception plus traditionnelle est la mère des batailles finalement. C'est là que tout commence. Enfin, je pense qu'il faut avoir le courage de dire aujourd'hui que c'est complètement à rebours, parce que aujourd'hui, vous avez vu l'expression, on fait famille. On construit en fait de manière complètement artificielle des liens, voilà, avec la PMA sans père, on en a un exemple flagrant, et Éric Zemmour va jusqu'à dire que un prochain quinquennat Macron, ce serait à coup sûr la GPA, et donc la fabrication d'enfants dans le ventre de mère payée pour cela. Donc on a un enjeu de civilisation, vous voyez, sur la famille qui là encore est menacé parce qu'il y a cette vague de déconstruction de tous les repères, parce que les progressistes vont considérer que tout ce qui pour nous est gage de stabilité est pour eux construction artificielle. Et ce sont donc deux visions du monde qui se font face. Et qui sont assez emblématiques de cette opposition entre progressisme et conservatisme. Est-ce qu'en matière de famille, on peut, comme le dit Éric Zemmour, déconstruire les déconstructeurs? Est-ce que ce n'est pas trop tard? Est-ce que le continuum n'est pas déjà lancé et le train en marche, impossible à arrêter? Je pense que si on est engagé en politique, c'est précisément parce qu'on n'est pas fataliste et que la liberté humaine fait que nous avons le choix. Et aujourd'hui, le choix est d'autant plus concrétisable que nous avons en Éric Zemmour un candidat qui n'a pas peur de dire les choses, qui n'a pas peur de retrouver le bon sens commun, on va reprendre cette expression, et de prendre aussi les mesures suffisamment fortes, certains diront radicales, parce que ça fait bien d'employer des mots péjoratifs pour le qualifier, mais il n'empêche que c'est avant tout Monsieur Courage. Oui, sens commun, c'est un mot, c'est une expression polysémique, en fait. C'est le sens de la communauté, donc de la collectivité, qui va dans un seul sens. Exactement. Et puis, c'est aussi le bon sens. Et puis, c'est le bon sens. Et franchement, aujourd'hui, on voit bien dans ces jeux, vous avez vu aussi comment le langage lui-même est déconstruit. Il y a une sorte de novlangue qui est utilisée, qui vient d'ailleurs de manière
paradoxalement moraliser le débat par ceux-là même qui voulaient s'affranchir des repères de moralité traditionnelle. Donc on est en pleine hypocrisie, mais il n'empêche qu'on est face à un rouleau compresseur qui veut justement comprimer la parole et non seulement il y a des choses qu'on n'a plus le droit de dire, mais qu'on nous ferait aussi le reproche de penser. Et c'est contre cette pensée unique qu'Éric Zemmour se bat avec efficacité, parce que finalement, dans le débat politique de cette campagne, c'est quand même lui qui a réussi à imposer à chaque fois les thématiques, et les candidats adversaires courent derrière. Ils sont obligés de caler leur campagne sur le rythme fixé par Éric Zemmour. Il y a quand même quelque chose de grandiose. Donc il a un magistère idéologique très installé déjà. Ben, il domine en fait le paysage par le travail qu'il a fait, parce que je pense qu'il n'y a pas d'efficacité sans travail, et il fait partie de cette génération qui a pu renouveler la pensée politique au-delà de ce qui doit être dit, de ce qui est correct de dire ou pas, et avec je dirais une liberté de ton qui heurte parfois, mais je notais ce matin que sur France Inter, il disait que voilà, il fallait toujours généraliser au départ pour apporter de la subtilité ensuite. C'est pas forcément toujours bien compris par tout le monde, mais c'est vrai que dans un monde où l'information est dominée par des punchlines, pour pouvoir imposer une pensée politique, il faut pas avoir peur des mots, parce que sinon on se cache derrière son petit doigt, et au final, si on n'a pas le courage des mots, on n'a pas le courage de l'action ensuite. Oui, c'est ça. Il explique que quand on l'accuse d'essentialiser, qu'en fait on l'empêche de penser, parce que si on n'essentialise pas un petit peu, il n'y a que des exemples et des contre-exemples, et à ce moment-là, on peut plus penser. Surtout, je pense qu'à la différence des autres candidats, il a cette capacité à remonter l'échelle des causes. C'est-à-dire à dire, voilà, aujourd'hui, on ne va pas courir derrière un train, on va essayer d'être la locomotive. Donc, essayons de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Son discours à Lille sur le pouvoir d'achat avait quelque chose d'absolument inouï en ce sens. C'est-à-dire que l'argent, le pouvoir d'achat, c'est quoi? C'est l'argent que l'État ne prend pas. Voilà. Après que l'État se soit servi. Exactement. Et donc, essayer de comprendre là où l'État a ponctionné pour corriger en fait le problème de cette ponction initiale. Et je pense que c'est la démarche qui est la sienne sur tous les sujets, plutôt que d'essayer de mettre des sparadraps sur des gros bobos. Non, on va regarder le bobo en face et on va essayer de réparer et pas simplement de câliner. Et c'est peut-être pour ça, parce qu'il a cette franchise d'aller chercher la cause des maux, qu'il est décrié par ses adversaires qui le trouvent brutal, voilà. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est la réalité qui est brutale. Alors, pour terminer sur le chapitre famille, dont vous êtes la spécialiste, au sein du mouvement en tout cas, qu'est-ce qui, pour un père de 4 enfants comme moi, on ne se connaît pas, mais j'en ai 4, qu'est-ce qui peut attendre d'une présidence Zemmour, concrètement, en, disons, 3 ou 4 mesures? Moi, je dirais d'abord un état d'esprit. Un état d'esprit qui est de considérer que les familles, je dirais, c'est la société. Chacun de nous est issu d'une famille et peut-être à l'origine d'une famille. Donc ça veut dire qu'en fait, les mesures proposées par Éric Zemmour, de manière, je dirais, transversale, ont des impacts en fait sur la vie des familles. Et donc il y a déjà cet état d'esprit qui est de dire ah ok, mais quelles conséquences pour une famille quand on propose telle ou telle mesure. Moi, ce qui me frappe beaucoup, vous voyez, j'interviens souvent dans les réunions des femmes avec Zemmour, des femmes qui sont étudiantes ou qui sont grand-mères, donc un peu tous les âges de la vie. Il y a cette préoccupation qui remonte vraiment de manière incessante, c'est la sécurité des femmes. C'est la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, c'est l'éducation des enfants, c'est également les sujets relatifs à la santé. Et donc je me dis qu'en fait, dans un programme politique, d'une manière ou d'une autre, on impacte la vie des familles. On impacte la vie des familles, c'est le sujet des femmes plus âgées. Il a parlé notamment à Lille des pensions des veuves. Voyez, et donc il y a toujours en fait... dans la manière de
oui, d'écrire un programme politique, on croise toujours la thématique de la famille. Et ça, Éric Zemmour en a conscience. Quand on parle du handicap, on parle aussi de la famille parce que les personnes handicapées, elles sont dans une famille donnée qui peut ou ne peut pas les prendre en charge, vous voyez. Et en fait, la politique économique, vous avez vu avec la bourse de 10 000 € qu'il propose de donner aux familles rurales, voilà, eh bien c'est une manière aussi de dire la vie dans les campagnes, et moi j'en sais quelque chose parce que j'ai grandi dans un village de 600 habitants, la vie dans les campagnes aujourd'hui complètement dévitalisée, elle reviendra par les familles, elle reviendra par des gens qui auront des enfants et qui auront, pour que leurs enfants vivent bien, la volonté de réinsuffler une dynamique économique, une dynamique culturelle, une dynamique sociale dans tous ces territoires qui sont aujourd'hui les grands oubliés, les grands déclassés. Et comment expliquer, pour poursuivre votre propos, qu'un candidat qui favorise la famille française, le repeuplement des campagnes de ce beau pays, soit taxé en permanence de misogynie? Mais je crois surtout que quand on n'arrive pas à prendre quelqu'un en défaut sur le fond de sa pensée, en fait, on attaque sur, je dirais, des accessoires. Et nous-mêmes, au mouvement conservateur, nos adversaires nous reconnaissent de la constance et de la cohérence, donc ils sont ennuyés d'aller sur le fond, vous voyez, donc ils grattent autour finalement, ils grattent autour, et je pense que c'est exactement la même chose qui se passe avec Éric Zemmour, parce qu'il est toujours dans cette démarche, comme je le disais, d'analyse, et moi j'avais été frappée un jour, j'étais invitée sur LCI, le sujet qu'on m'avait annoncé, c'était la place de la politique familiale dans la campagne à venir. J'arrive et on me donne 5 verbatims d'Éric Zemmour, essentiellement extraits de son livre Le Premier Sexe, qui avait pour but, en fait, de commenter la misogynie supposée d'Éric Zemmour. Elle n'était pas supposée pour les détracteurs qui étaient en face de moi, elle était avérée. Et voyez, en fait, cette facilité avec laquelle on tire des citations d'un contexte, surtout chez Éric Zemmour, le contexte est important parce que la citation est généralement la fin d'une démonstration où il a pris le temps, en fait, mais les raccourcis qui sont faits sont à rebours aujourd'hui de la profondeur d'une pensée politique telle que lui voudrait la développer. Et en fait, il a contre lui un système qui fonctionne au raccourci, qui fonctionne à la petite phrase et qui ne permet pas le déploiement d'une pensée politique profonde. En revanche, les Français, eux, ils sont sensibles. Et c'est ça la grande différence d'Éric Zemmour dans la campagne, c'est qu'il s'adresse aux Français, il touche les Français. Alors que les autres candidats veillent à plaire à un aréopage d'élus qu'ils se vantent les uns et les autres d'avoir pour dire d'Éric Zemmour qu'il est un homme seul. Mais il n'est pas seul, il a tous les Français avec lui. Ça, on ne peut plus dire qu'il est seul avec le premier parti de France, 90 000 adhérents. Exactement. Ça devient compliqué de le dire. Pourquoi n'êtes-vous pas allé vers le Rassemblement national spontanément plutôt que vers lui ? Pour la raison sans doute que vous venez de nous indiquer, mais répétez-le nous. Oui, précisément parce que, moi je vous dis, un choix politique se fonde sur la vision qu'on a de l'homme et de la société. Et je ne vois pas de points communs avec la manière dont le Front National développe cette vision. Et vous avez sans doute entendu aussi que Marine Le Pen d'ailleurs dit qu'elle n'est pas conservatrice. Alors je ne sais pas comment elle définit le mot, mais elle a dit et redit qu'elle ne l'était pas. Et puis moi il y a une chose qui me frappe, c'est que faut pas croire que l'herbe est plus verte dans le pré d'à côté. On a parlé des dissensions chez les Républicains, on a parlé de ce large consensus qui se fait sur le plus petit dénominateur commun. Ce qu'on voit au Rassemblement National, c'est que il y a le Rassemblement National version Marine, et puis il y a le Front National, Rassemblement National version Marion. Vous voyez, et le sentiment qu'on a, c'est que il y a aussi eu des purges au sein du Rassemblement National, et que ce sont les nationaux conservateurs qui ont été évincés. Donc je ne pense pas, du coup, en corrélant ces deux raisons, que nous avions, je dirais, une vision commune avec Marine Le Pen.
Vous n'aviez pas votre place finalement au Rassemblement national. Vous disiez elle disait qu'elle n'était pas conservatrice, elle l'a montré à la Manif pour tous, elle continue effectivement de le montrer avec sa nièce. Les choses paraissent en effet assez claires. Très très claires, exactement. Et tant mieux d'une certaine façon. Et tant mieux parce que en fait le travail qu'a fait Éric Zemmour depuis des années et qui trouve, je dirais, sa concrétisation aujourd'hui dans la campagne, c'est précisément d'avoir travaillé sur les identités politiques des différents partis, d'avoir essayé de comprendre et d'expliquer aux Français quels étaient les ressorts, quelles étaient les motivations des grandes personnalités politiques. Et je pense que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est effectivement une désaffection du Rassemblement national, une désaffection des Républicains, parce que, encore une fois, ce sont des partis qui sont en crise d'identité, qui disent tout et leur contraire, et puis la question, c'est toujours de savoir, en tout cas chez les Républicains, finalement, qui aujourd'hui incarne la ligne des Républicains. Alors, à l'évidence, il s'agit de Valérie Pécresse, mais je dirais que les Républicains ont rallié Valérie Pécresse, en fait. Donc, les Républicains sont devenus le parti de Valérie Pécresse. Elle-même qui l'avait quittée au motif que la ligne prônée par Laurent Wauquiez était trop à droite. Vous voyez, donc de même qu'on se demandait qui sont les Républicains, aujourd'hui on se demande qui est Valérie Pécresse. Vous voyez, et la réponse on l'a pas. La réponse, on l'a pas. Elle l'a dit elle-même sur LCI il y a de cela, je crois, une semaine. Elle disait à une jeune femme du mouvement conservateur qui l'interpellait sur « mais comment on peut avoir confiance en vous parce que vous changez tout le temps d'avis ?» Elle a répondu « vous avez la chance d'avoir des convictions qui ne varient pas. Ce n'est pas mon cas. » Donc, c'est pas matière à rassurer les lecteurs français. Ah, Éric Zemmour a coutume de dire qu'il y a deux catégories d'hommes politiques, ceux qui se contredisent et ceux qui se répètent, que lui fait partie de la deuxième option et elle sans doute de la première catégorie. C'est même pas sans doute, c'est inévitablement. Ouais. Bon, alors on va arrêter de parler des autres partis, mais quand même, j'ai une dernière question à vous poser sur eux, et notamment sur LR, que vous connaissez très bien. Qui seront les prochains transfuges de LR? Si ce n'est pas Éric Ciotti, puisque apparemment il a décidé de rester bien au chaud auprès de Valérie Pécresse, qui est-ce qu'on pourrait attendre, ou qu'est-ce qu'on pourrait attendre de ce parti finalement, nous, Mouvement Reconquête? Nous, Mouvement Reconquête, je pense que la priorité finalement n'est pas de faire une campagne de ralliement. Moi, j'ai toujours dit que l'obsession du rassemblement, telle qu'elle était portée par Christian Jacob, était une fausse finalité. Parce que le rassemblement, c'est pas un but en soi. Le rassemblement, c'est la conséquence d'une adhésion à des idées qui donnent naissance à un projet politique. Donc, Éric Zemmour ne tombe pas dans ce piège-là de dire ma campagne va avoir pour objectif de faire en sorte qu'il y ait des gens qui se rallient à moi. Et en ce sens, la campagne d'Éric Zemmour est d'abord une campagne sur un projet politique porté par des idées fortes et par une conception claire de la société. Je pense aussi qu'aujourd'hui, les Républicains sont coincés, au sens où il y a une sorte de malaise, de silence parmi les élus, particulièrement les députés, parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'avant le congrès du 4 décembre, il y a eu 80% des investitures qui ont été données. C'était une manière de dire, tiens, vaut mieux que tu l'auras. Reste bien au chaud chez nous, ne t'aventure ni chez Zemmour ni chez Macron, t'es sur ta circo et on va te donner les moyens de la gagner. C'était une carte de fidélité, ces investitures, pour les députés, qui de ce fait aujourd'hui, je dirais, on voit deux catégories de députés. Il y a ceux qui sont activement engagés dans la campagne de Valérie Pécresse, et puis il y a ceux qui font carpette, qu'on n'entend pas, qui sont repliés sur leur base arrière dans leur circonscription et qui se gardent bien en fait de prendre part à la campagne de Valérie Pécresse. Donc c'est service minimum. Je vois pas chez les Républicains la dynamique qu'on peut voir à Reconquête et qui se traduit notamment dans les meetings, qui se traduit sur la puissance de frappe sur les réseaux sociaux, qui se traduit par la force et la jeunesse des militants engagés. Enfin, ça n'a absolument rien à voir. Aujourd'hui, on a le sentiment que d'un côté, il y a la joie. Moi, c'est quelque chose qui me frappe chez Reconquête, c'est l'ambiance qu'on peut trouver
dans les salles bien sûr, mais sur les marchés quand on y est ensemble, et puis même au sein de l'équipe dirigeante, au sein du comité politique dans lequel je suis également, c'est ce côté joyeux, amical. Vous voyez, on n'est pas dans des rapports politiques compassés, dans des rapports politiques de ce qu'on a le droit de dire, avec qui on a le droit de le dire, etc. Enfin, il y a une grande liberté, et ça, je ne l'ai absolument pas connu quand j'étais aux Républicains. C'est très encourageant ce que vous nous dites sur l'organisation interne du mouvement et l'état d'esprit qui y règne. L'état d'esprit. Je crois que vraiment le maître mot, c'est ça, c'est l'état d'esprit de la campagne. Et je pense que beaucoup nous l'envient. Dernière question sur le programme famille du candidat. C'est une question que j'ai oublié de vous poser tout à l'heure. Est-ce que Éric Zemmour a l'intention de revenir sur le mariage gay? Non. Il a dit clairement qu'il n'ouvrirait pas ce dossier. Qu'en revanche, très rapidement, il en freinerait les conséquences désastreuses sur les enfants. Parce que, partant de l'idée que le rôle du politique, c'est de protéger les plus vulnérables, eh bien, dans ce dossier-là, le plus vulnérable, c'est l'enfant. L'enfant dont on décide que, de manière complètement aléatoire, il n'aura pas de père. Et donc, mettre fin à cette conséquence, à cette première conséquence du mariage pour tous, qui est la PMA sans père, qui délibérément, en fait, va créer des enfants qui ne connaîtront jamais leur père. Il y a suffisamment de circonstances douloureuses dans la vie où un enfant est privé de son père accidentellement, vous voyez, pour ne pas, je dirais, créer, institutionnaliser par la loi ces situations telles que la loi de bioéthique l'a instituée au printemps dernier. Bien, nos téléspectateurs ont bien compris que vous étiez prête à prendre le portefeuille de la famille d'une présidence Zemmour. On vous remercie beaucoup, Laurence Trochu, d'être venue jusqu'à nous. Et on vous souhaite surtout un grand courage pour la campagne. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire à nos téléspectateurs avant de nous quitter? Oui, je crois surtout qu'on s'est engagé, nous, mouvement conservateur, dans cette campagne pour servir notre pays, évidemment, et pour mettre au service de cette campagne toutes les ressources qui sont les nôtres, parce que c'est vrai que notre mouvement a été créé en 2013, donc on a déjà une structuration, on a des compétences, on a un maillage territorial, et je pense que notre ambition, elle est là surtout. Elle est de se dire, il y a une urgence, en fait. Il y a une urgence, et avec bonheur, on a un candidat pour la porter. Donc le sujet n'est pas tant de savoir finalement le rôle que chacun de nous pourra jouer pour la suite. Il est de vivre l'instant présent et d'y mettre toutes nos forces. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit-là que nous sommes aux côtés d'Éric Zemmour. Merci mille fois, Laurence Trochu. À très bientôt. À très bientôt, merci.